Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Vous êtes ici dans la 16e vidéo du cursus d'apprentissage de Blender pour les débutants. Comme d'habitude, je vais vous mettre à l'écran un lien vers la toute première vidéo du cursus, ainsi qu'un lien vers la vidéo précédente à celle-ci. Et ici, dans cette vidéo, nous allons parler de la précision dans Blender. Dès le début, je vais commencer par différencier Blender, qui est un logiciel de modélisation et d'animation 3D, avec les logiciels de conception assistée par ordinateur, les CAD. Parce que ces logiciels-là sont beaucoup plus axés sur la création de maquettes industrielles qui nécessitent beaucoup de précision, avec des contraintes un peu dans tous les sens, des côtes. C'est avec ces logiciels-là qu'on va pouvoir faire plein de choses très marrantes comme les calculs de résistance des matériaux, de points de rupture, des échanges thermiques et tout ce genre de joie et de gaieté qui passionnent ceux que ça intéresse. Nous, on va rester avec Blender, qui va être, allez, on va dire, plus artistique dans son sens. Et ce que j'essaie de dire par là, c'est que obtenir une telle précision qu'on peut avoir avec les logiciels de conception assistée par ordinateur, qui est très facile à avoir, on met une cote et puis pouf, on a exactement les dimensions qu'on veut, ça va être un peu plus compliqué à obtenir avec Blender. Néanmoins, c'est pas impossible, c'est juste que c'est pas vraiment ce qu'on recherche lorsqu'on fait de l'animation. Le principal, c'est d'avoir une image qui rend bien, qui soit jolie à la fin lorsqu'on fait notre rendu. Donc sans plus tarder, déjà on va s'y mettre, on va commencer à travailler là-dessus. Déjà la première chose qu'on va noter, c'est que la première précision qu'on peut avoir, c'est celle de notre main, enfin qu'on peut avoir avec la souris. Si on veut déplacer notre cube, alors soit avec un widget ou alors en appuyant sur G, mais moi je vais faire avec la flèche qui est ici, je vais pouvoir déplacer mon cube avec une certaine précision que je gère avec ma souris. Si je déplace ma souris de temps, mon curseur de temps je veux dire, je vais avoir mon cube qui se déplace de la même distance avec une échelle de 1 pour 1. Je fais un clic droit, je remets mon cube au centre et je vais me mettre en vue de dessus. Je vais un peu mieux vous montrer avec les unités Blender, donc les carreaux qui sont ici. Si j'essaie de déplacer mon cube de 4 unités sur la droite, avec mon curseur, avec ma souris, je vais pouvoir sélectionner mon widget de déplacement et puis venir faire 1, 2, 3, 4 ici. Et là, vous voyez que je m'arrête pas exactement dessus, j'ai une échelle, enfin j'ai une précision qui est pas géniale, qui est déjà suffisante de temps en temps, mais qu'on voudrait pouvoir améliorer. Et je vais pouvoir appuyer sur la touche Shift de mon clavier, et ça va changer l'échelle qu'il y aura entre le déplacement de ma souris et le déplacement de mon cube. Et ça va préciser ce déplacement-là. Vous voyez que maintenant, si je veux déplacer mon cube, je dois faire un mouvement beaucoup plus ample avec ma souris pour que mon cube ne se déplace que d'un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est la première étape, je pense, de la précision dans Blender, c'est Shift. Je connais pas bien l'échelle, je sais même pas qui c'est qui la connaît, j'ai même pas fait de recherche en fait sur internet, c'est pas vraiment le but de savoir que bon bah j'ai 10 fois moins de déplacement lorsque j'appuie sur Shift, parce que déjà on connaît pas non plus le déplacement exact de notre souris, nous, à notre échelle, alors à quoi ça nous servirait même d'avoir d'avoir l'échelle que ça change avec le Shift, je sais pas. Bref, il y a ça déjà qui se fait en premier lieu. Et en deuxième lieu, qui vient naturellement dans l'explication, après Shift, on va appuyer sur CTRL juste en dessous. Donc on relâche Shift, hein, Shift c'était une manière de préciser, de faire une précision. CTRL ça va en être une autre. Si j'appuie sur CTRL, alors je déplace déjà mon cube, et lorsque j'appuie sur CTRL, on va voir que hop, mon cube va venir se déplacer par incrémentation, et va automatiquement venir se snapper sur... en fait non, il ne va pas automatiquement venir se snapper sur la grille, mais par contre il va se déplacer à chaque fois d'une unité Blender, d'un carreau. Tout le temps d'un carreau. Et comme il était à l'origine ici, il se trouve que à chaque fois il vient snapper sur la grille du repère parce que il se déplace d'un carreau et donc il vient toujours snapper sur un carreau. Là, à chaque fois que je fais ça, je maintiens le clic enfoncé sur ma flèche, ici ma flèche rouge, et je maintiens mon doigt enfoncé sur la touche CTRL de mon clavier. Si j'avais déplacé mon cube ici par exemple, donc il n'est plus exactement sur la grille, que je me déplace et que j'appuie sur CTRL, il va toujours se déplacer de un carreau à chaque fois. Et en fait, ce qu'il est en train de faire ici, ce que nous faisons en appuyant sur CTRL, c'est qu'on active un des modes de snapping de Blender. Alors le snapping, c'est quelque chose de déjà plus approfondi que le simple fait de déplacer par incrémentation. C'est tout un panneau qui se trouve en bas de la vue 3D ici,
et qui est très vaste. On voit qu'on a déjà plein d'options qui sont ici et qui à chaque fois vont être complétées par un autre menu déroulant qui est ici et par potentiellement d'autres petits boutons qui viendront s'ajouter derrière. Par défaut, nous sommes sur Increments, donc les incrémentations Blender, les unités Blender. Et lorsque l'on appuie sur CTRL, on ne fait qu'activer cette option. Donc pour l'instant, c'est l'option la plus simple. Vous voyez qu'il y a juste un bouton à côté, il y a celui-ci là, et il y a ce petit bouton dont je vais vous parler dans 2 secondes. Lorsque vous appuyez sur CTRL, c'est comme si vous cliquiez sur ce petit bouton qui est en forme d'aimant et qui active en fait le snapping. Lorsque ce bouton est activé ici, que j'ai cliqué dessus et qu'il est en orange, mon snapping est activé par défaut. C'est-à-dire que là, sans toucher à mon bouton CTRL, je peux venir déplacer mon cube par incrémentation Blender dans ma vue 3D. Et tout est fait automatiquement. Maintenant, si je suis dans ce mode-là, donc mon snapping par incrémentation est activé, il me suffit d'appuyer sur CTRL pour, lorsque je suis comme ça, pour revenir sur le mode normal qu'on avait avant. En fait, la touche CTRL va venir juste invertir l'état de ce bouton. C'est un raccourci pour invertir l'état du bouton qui est ici. Moi, j'aime bien le laisser désactivé par défaut. Et comme ça, j'appuie sur CTRL quand j'en ai besoin. Voilà. Je vais remettre mon cube au centre du repère. C'est Alt G pour faire ça. Donc Alt ça annule, G c'est le grab, donc le déplacement pour faire ça. Et ça remet mon cube au centre. On va essayer de vite fait passer par les différents types d'incrémentation. Donc là on est en incrémentation, non, les types de snapping, pardon. Donc là on est en incrémentation, increments, c'est le premier qui est en bas. Il a une option qui se précise à côté, c'est l'incrémentation avec cette petite grille qui est désactivée pour l'instant. Si je l'active, que je la passe en orange ici, je fais G, imaginons que j'ai mis mon cube qui n'était pas exactement sur la grille. Tout à l'heure, je vous ai dit que lorsque je faisais CTRL, Blender allait automatiquement déplacer mon cube d'une unité à chaque fois, mais qui n'allait pas forcément se snapper à la grille. Activer ce petit bouton permet de faire cela. Maintenant, si je déplace mon cube et que maintenant j'appuie sur CTRL, on voit que Blender va automatiquement venir se snapper à ma grille. Alors là, il se trouve qu'il snap donc bien verticalement sur les lignes verticales, mais horizontalement il se snap sur le centre, le milieu des carreaux parce qu'ils sont assez grands. Là on est sur des gros carreaux, donc si je zoome un peu, voilà, si je dézoome, voilà, on va avoir une autre prise en compte des unités et des carreaux qui sont derrière. Donc là si je déplace mon cube et je clique sur CTRL, et bien Blender refait la même chose. J'aimerais bien qu'il se snap plus sur un coin comme ça. Si on fait ça, pof pof. Alors non, Blender. Ah oui, parce que voilà, je suis en train de déplacer le cube sur l'axe X. Donc Blender va se snapper sur les incrémentations verticales de l'axe X en fait. Et donc il va forcément snapper à la grille sur l'axe X. Si jamais je fais G, donc je suis en mode déplacement global en général ici, qu'importe les axes, et que je fais CTRL, là Blender va automatiquement venir snapper mon cube sur une intersection de ma grille derrière, de mes unités Blender. J'espère que vous avez compris du coup. Tout à l'heure ça ne le faisait pas sur ces lignes-là, parce que j'étais en train de déplacer mon cube justement dans cette direction, sur l'axe rouge. Donc ça allait snapper sur les lignes verticales. Voilà. Alors j'ai fait plein de traits, il va falloir que je supprime tous les traits, voilà. Hop. Donc ça c'était rapidement le mode en incrémentation. Si je monte encore un cran au-dessus, je vais aller en vertex. Et alors vertex, ça veut dire que ça va snapper mon objet par rapport au sommet d'un autre objet. Et pour vous faire une démonstration de ça, je vais faire Shift A et je vais rajouter un plane. Alors je ne voulais pas rajouter ici. Je vais faire Shift C pour que mon curseur revienne au centre de mon repère. Je vais faire CTRL A, plane. Ça je vais l'agrandir. S5. Ouf, 5 c'est grand. CTRL Z. S3, voilà, c'est bien. Et je vais repasser en mode objet. Pour des raisons de visibilité, enfin pour que vous compreniez un peu mieux, j'aimerais bien mettre que mon plane en vue fil de fer. Du coup, je vais, avec mon plane sélectionné, je vais aller dans les propriétés d'objet de ce plane, et dans le display, la manière de l'afficher, je vais dire ici que je ne veux pas que ce soit en texture, je veux que ce soit en wire, je veux que ce soit du fil de fer. Donc c'est comme si j'avais activé la vue fil de fer ici, là, wireframe, mais que pour cet objet, et localement pour cet objet-là. Maintenant je garde mon cube et je vais pouvoir déplacer et vous pourrez voir, enfin j'espère que vous voyez le noir de mon plane derrière.
et mon cube qui viendra snapper sur, alors ça va, là pour l'instant ça va être les sommets de mon plane. Faisons ça, on va faire G avec mon cube, et là si je fais CTRL, rien ne se passe actuellement, jusqu'à ce que ma souris vienne se coller sur, hop, un sommet. Et alors là, mon cube vient se snapper de cette manière-là. Il reste à l'intérieur de mon plane, de mon carré, et il vient se coller dans l'angle, exactement. Donc, clic droit pour annuler ce que je suis en train de faire, et je vais vous expliquer pourquoi c'est le cas, pourquoi ça le fait de cette manière-là. Tout simplement parce que Blender va faire, avec le menu déroulant qui est à côté, il va venir snapper au closest, c'est-à-dire le plus proche. Et le plus proche pour l'instant, ce sont les sommets qui sont ici, de mon cube. Donc si je déplaçais par contre mon cube à l'extérieur de mon plane, on va un peu se déplacer ici, et que là je refais G et CTRL, dès que ma souris vient taper contre un sommet auquel il peut snapper, et bien voilà, cette fois-ci mon cube se snap d'une manière différente. Si je fais clic droit et que j'annule ce que je suis en train de faire, cette fois-ci c'était ces sommets-là qui étaient les plus proches de ceux-ci. Donc lorsqu'il est venu snapper, même si en faisant G, je me déplace jusqu'ici, et je suis encore en G, maintenant quand je fais CTRL et que ma souris je viens la déplacer, pouf, il prend en compte l'emplacement qu'avait mon cube au moment où je me suis mis en mode G, en mode de déplacement, pour pouvoir aller snapper mon cube. Alors bien sûr, si je précise un axe, ça va faire sur l'axe en particulier. Donc si je fais sur l'axe rouge et que je viens snapper ici, pouf, ça va venir me snapper ce coin-là. Mais si vous vouliez que le cube se snappe de cette manière ici jusqu'ici là, il faudrait d'abord déplacer le cube à l'intérieur, puis faire X là, l'axe X, et ensuite CTRL, venir mettre sa souris sur un sommet, et là il vient se snapper exactement sur ce côté-là. Voilà, c'est très simple. Après, dans ce menu déroulant, on en a d'autres. Le centre, l'élément actif, parce que là on est en mode objet, donc on peut sélectionner plusieurs objets et il va snapper l'élément actif en priorité. Donc vous pouvez jouer avec ces paramètres-là. Le petit bouton qui est à côté ici change par rapport à celui qu'on avait avant, Increment. Donc ça c'était un grillage. Maintenant on a ici une sphère avec un point et une normale qui sort du point. C'est-à-dire que Blender va prendre en compte la normale du sommet. Donc chaque sommet a aussi ses normales. Pour voir les normales des sommets, alors pour voir les normales des sommets, je vais aller en mode édition et je vais faire N et je vais venir descendre ici dans normal, dans mesh display, donc l'affichage du maillage. Et qu'est-ce qu'on peut afficher du maillage? Pour l'instant on n'affiche que les faces, les arêtes et creases. Je sais plus ce que c'est, creases. Je sais plus la traduction. Et on peut afficher les normales ici. Alors une normale, en général on parle de ça pour les faces, c'est le segment, enfin la droite perpendiculaire au plan de la face qui passe par le centre de cette face. Donc ça c'est la normale. Mais il y a des normales pour les sommets. En 3D, c'est ça qui permet de gérer l'ombrage et le shading comme on dit. Et lorsque vous faites par exemple T et qu'on est en mode objet et que vous faites shading smooth par exemple et que ça lisse un peu comme si c'était plus lisse et plus arrondi et qu'il n'y avait pas quelque chose de sharp comme ça ici, si je fais smooth, ça c'est parce qu'on joue sur les normales. Alors là on joue sur les normales non seulement des sommets mais aussi des arêtes de notre objet. Pour vous montrer ce à quoi ressemblent les normales de mes sommets, alors on va dire les normales des faces, c'est ça, donc ce sont les petites barres bleues qui sont ici. Les sommets, ce sont ceux-là. Alors, ils ont été mergés pour l'instant, ils ont été tous rassemblés en. Donc là, c'est les normales de mes sommets. Mais ils peuvent être séparés. Ils peuvent être séparés quand on fait un split. Bon, tout ça, c'est assez compliqué. Je suis en train d'aller assez loin. Je vous en parlerai plus quand je ferai un tutoriel sur les textures et lorsqu'on abordera ça à nouveau dans mes tutoriels. Je vous parlerai de ces normales là et des problèmes qu'on peut avoir avec les shadings. Donc pour l'instant, sachez qu'il y a des normales sur les sommets et que là par exemple ils sont orientés de cette manière là et que dans ce cas là, lorsque je suis en mode objet et que j'ai ce bouton d'activer, Blender va prendre en compte les normales de ces sommets, vu qu'on est en mode de snapping par sommet, pour orienter l'objet que vous voulez snapper sur ça. Je ne sais pas trop ce que ça va donner avec mon carré qui est en dessous, mais si je fais G et que je fais CTRL là, alors je l'ai activé, bon ça fait rien, G, CTRL, bon ça n'a pas l'air de faire grand chose avec cet exemple là en particulier. Si par contre si je fais SHIFT A et que je rajoute une sphère, voilà,
et que mon cube qui est ici, je viens essayer de le snapper de cette manière, on voit que, bon bah c'est des sommets, il essaie de snapper et snobber de manière comme il peut, mais tous les pardon, je suis en train de m'en mêler, tous les sommets de ma sphère ont une normale différente, qui est montrée par la ligne jaune, et mon cube essaie à chaque fois de s'adapter et de tourner pour s'adapter au snapping. S'il n'y avait pas ça d'activé, lorsque je ferais G et que je ferais un snapping, mon cube resterait tout le temps droit et il se snapperait juste au sommet indiqué. Voilà. Bon, on va passer vite sur la suite. Donc ce menu, il est à peu près identique pour tous les autres du menu déroulant ici. Le vertex, donc ce sont les sommets, les edges, ce sont les arêtes, les faces, le volume, c'est le volume. Bon, alors maintenant, il y a une autre manière encore plus précise, c'est genre le summum qu'on peut atteindre de précision avec Blender pour les déplacements. C'est forcément ici, dans le menu N, vous avez la position en haut ici, location c'est la position, vous pouvez rentrer exactement la position que vous voulez pour chacun des trois axes. Donc si vous avez des coordonnées précises, c'est ici qu'on les rentre, avec la rotation de l'objet. En dessous vous avez la taille de... c'est pas la... c'est l'échelle de cet objet, donc il a une échelle de 1, 1, 1, c'est un peu plus complexe, mais bon, gardez ça à 1, c'est toujours très bien. Et vous avez aussi les dimensions de votre objet si vous voulez rentrer des dimensions précises. Alors, je dis précise, mais en même temps, pour l'instant, vous voyez 3,2, 0, bon, vous avez des degrés ici, mais sinon, vous avez des dimensions de 2,0, mais alors, est-ce que ce sont des bananes, est-ce que c'est quoi, des mètres, on n'en sait rien. Et du coup, dans Blender, encore un moyen d'avoir plus de précision, c'est d'activer des unités. Alors jusqu'à présent, j'ai déjà parlé d'unités, j'ai dit des unités Blender. Mais qu'est-ce qu'une unité Blender pour moi? Une unité Blender, c'est un carreau. Un carreau, c'est une unité Blender. Et alors, un carreau, une unité Blender, ça représente quoi? Ça, on n'en sait rien. C'est à vous de le définir lorsque vous travaillez sur Blender, ou à vous de définir que, bon, bah, lorsque vous commencez votre scène, en général, les gens aiment bien dire, bon, bah, peut-être que vous allez vous mettre un cube en vue de face, et mon cube fait 2 unités de haut, et du coup, je vais dire que, bon, bah, une unité fait 1 mètre, donc mon cube fait 2 mètres de haut, et là, j'ai un cube de 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres. Et par rapport à ce cube que vous imaginez en vous disant, bon, bah dans ma scène, ça c'est un cube de 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres, et vous allez modéliser à l'œil en vous disant, en vous référant tout le temps à ce cube de 2 mètres. Bah, vous pouvez faire ça. Ou alors, vous pouvez venir dans les paramètres de Blender ici, pouf, aller dans Units, et au lieu de None, qui veut dire aucun, sélectionner soit métrique, soit, bah, si vous venez d'Amérique, que vous êtes américain ou comme ça, là, choisir impérial. Bah, je pense que tout le monde en France va choisir métrique, et même dans le monde en général, à part pour les Américains, mais allez-y pour métrique. Ensuite, vous pouvez aussi choisir degré ou radian, et ça c'est super pratique. Du coup, maintenant, une fois que j'ai cliqué là-dessus, vous noterez de suite que on n'a plus 2,0, mais on a 2 mètres, et ici on a des mètres encore une fois, et si on descend très très bas, on va avoir des centimètres qui vont apparaître. Donc voilà, bah c'est génial, on va pouvoir avoir les mesures qu'on veut, et on va pouvoir préciser de manière vraiment comme on le veut. Blender par défaut va considérer que notre cube effectivement fait 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres, donc un carreau Blender va être égal à 1 mètre. Et si vous voulez changer les dimensions de votre scène qui sont ici, vous pouvez aller, je pense, ici, dans Display, dans le menu N en Display, et je pense qu'ici on va pouvoir changer le nombre de lignes. Alors non, je pense que ça va plutôt être là. On va pouvoir dire que le scale, on veut que un carreau égale 1 en général. Donc si c'est métrique, ce sont des mètres, mais si on veut qu'un carreau fasse 1, ben on fait ça. Si on veut qu'un carreau fasse 1 cm, ou enfin 10 fois moins qu'un mètre, ou je sais pas moi, on va venir ici le changer et mettre 0, ce que vous voulez. Mais par défaut, je pense que vous allez tous laisser à 1 ici. C'est logique de voir un carreau égale 1. Sinon, j'étais venu ici dans le menu N, vous allez pouvoir ici changer le nombre de lignes, et encore une fois la taille. Et Subdivision, ce sont le nombre de sous-lignes que vous allez avoir à l'intérieur, lorsque vous zoomez et que vous êtes dans une vue orthographique bien sûr, voilà, qui apparaissent. Donc voilà, vous pouvez jouer avec ça aussi. Là vous avez display, c'est l'affichage de votre scène, donc vous pouvez par exemple afficher la grille ou la cacher lorsqu'on est en vue 3D, pas dans une vue orthographique, genre pas quand on est en face, profil ou dessus.
Mais si vous êtes en vue 3D, vous pouvez cacher le grid floor, et vous avez X, Y, Z qui sont ici, vous en avez 2 qui sont cochés, c'est X et Y. Vous regardez la scène à côté, et vous devinez facilement qu'en fait ce sont les axes. Donc si vous décochez les 2 axes qui sont ici, vous n'avez plus aucun axe et plus aucune grille, et vous êtes complètement lâché dans l'espace intersidéral de votre scène 3D. Et si vous cochez les 3, vous allez avoir les 3, même l'axe Z qui apparaît en bleu ici, et si vous étiez frustré depuis le début de ne pas pouvoir afficher cet axe Z, le voilà, il est ici, vous pouvez faire à votre guise pour l'afficher ou non. Moi, j'aime bien le laisser décoché, ça me perturbe plus qu'autre chose de l'avoir encoché. Une toute dernière petite précision, maintenant qu'on a affiché nos trucs métriques, on va pouvoir faire tout ce que je vous ai dit, le snapping, le métrique, tout ça, le shift, le contrôle, tout ce que je vous ai dit depuis le début, ça fonctionne aussi en mode édition. Pour ça, j'aimerais bien revenir sur File, New, hop, on va recharger une scène de base. Alors ça, c'est une préférence que j'essaie d'enlever quand je suis avec vous. Voilà. Et maintenant qu'on est là, je vais me mettre en vue de dessus, orthographique aussi, et je vais tabuler en mode édition. Et maintenant, disons que je veuille modifier mon cube, travailler là-dessus dans le mode édition, et avoir accès à tout ce que j'ai fait avant. Donc, je vous rappelle que j'ai bien activé le système métrique, et donc on a notre snapping, tous nos trucs qui sont là. Sauf que en mode édition, bon ça m'avance de savoir que un carreau c'est 1 mètre, mais lorsque je modélise en vue 3D comme ça et que je ne suis pas spécifiquement dans une vue de face, de dessus ou de profil, c'est difficile ici de se représenter la longueur de telle arête et même plus de choses si on voudrait avoir plus d'informations. Pour ça, on va refaire N, c'est toujours les propriétés. Là-dedans, c'est très intéressant, on peut avoir plein de choses. Et on va descendre. Où est-ce que je veux descendre? Moi, je veux descendre jusqu'à ce que j'arrive sur Mesh Display. Mesh Display, donc ce sont les propriétés de mon maillage. Je vous ai dit un peu plus tôt dans le tutoriel qu'on pouvait voir les normales de mon objet. Et ça, c'est bien de les activer juste rapidement pour vérifier qu'elles sont toutes bien vers l'extérieur et comme on le veut. Ok, très bien, hop, après on désactive. Bon, ça c'est pas super pratique, enfin c'est pratique quand on en a besoin, mais c'est pour débugger en fait qu'on s'en sert. Sinon, on affiche ce qu'on veut de notre objet ici, et en dessous, on va avoir quelque chose de super intéressant. On va pouvoir afficher les informations par rapport à nos arêtes et par rapport à nos faces. Quelles vont être ces informations? On va pouvoir afficher les longueurs de nos arêtes. Donc là, si je clique là-dessus, chacune de mes arêtes qui sont sélectionnées vont pouvoir m'afficher leur dimension. Donc on a un cube de 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres, ça va pas bouger. Et donc toutes les arêtes qui sont sélectionnées vont m'afficher leur longueur. Et si je sélectionne que ces 2 sommets-là, j'ai mon arête qui se sélectionne forcément et il me marque 2 mètres à l'intérieur, au milieu. En dessous de la distance des arêtes, on va pouvoir avoir l'angle des arêtes. Donc là, je vais avoir 90 degrés entre cette face et cette face. Donc 90 degrés, c'est entre ça et ça, ici. On va avoir, hop, 90 degrés X ici. Et si j'avais sélectionné celui-ci, pareil, on va encore me donner 90 degrés entre cette face-là et celle qui vient derrière. Donc là, hop, j'ai un 90 degrés. J'espère que vous visualisez en 3D là, les petits dessins et que vous comprenez. Je vais supprimer mes petits coups de pinceau, voilà, et je reviens en bas. Et pour les faces, je vais pouvoir afficher la surface, la dimension, le calcul de la surface. Hop, si je clique sur le 4e point, non seulement j'ai la dimension de chaque arête, 2 mètres, j'ai en plus l'angle qu'il y a entre les deux ici, qui est de 90 degrés, et j'ai 4 mètres carrés qui est affiché là en plein milieu. Hop, alors bien sûr, si je tourne, ça sert à rien. Hop, pardon. Et donc j'aimerais désactiver mes widgets, ils me dérangent, mais ici c'est peut-être un peu petit pour vous à l'écran, mais j'ai un 4 mètres carrés qui apparaît en plein milieu, et qui, 2 par 2, oui, ça fait 4, et donc c'est bien ça. Donc j'ai bien la surface de mes angles, de mes faces qui apparaît. Et le dernier petit point qui est ici, ce sont les angles des faces, l'information des faces qui sont des angles. Alors quel angle? Parce qu'on a déjà les angles entre 2 faces. Eh bien, ce sont les angles qu'il y a dans le coin de chaque face. Et bon, bien sûr, c'est un carré, donc c'est du 90 degrés partout. Mais il suffit que je sélectionne qu'un sommet pour que du coup j'ai plus d'informations qui s'affichent parce que j'ai ni arête ni face qui sont sélectionnées, là j'ai qu'un sommet. Et si je déplace, si je bouge
ce sommet par contre, pouf, oh, j'ai plein d'informations qui s'affichent d'un coup, parce que bon, bah, j'ai aussi coché toutes les cases là ici, et donc j'ai toutes les informations qui s'affichent d'un coup, qui sont liées aux modifications que je fais avec ce sommet. Donc toutes les modifications que je fais avec ce sommet, elles vont modifier tant d'informations autour. Donc toutes les informations qu'elles modifient sont affichées en temps réel là à l'écran. Donc ça va changer la dimension de l'arête, des 3 arêtes, et donc les angles de chaque face, tout ça. Et donc tout ça, c'est des retours qui me sont faits sur le moment. Donc pendant qu'on modélise, on peut très bien avoir un retour direct des informations qu'on veut. Clic droit pour annuler ce que je fais. Et donc ça c'est super pratique, mais par contre comme vous le voyez, bon là j'ai juste un cube, j'ai que 8 sommets, et déjà ça peut vite prendre beaucoup d'espace. Si je fais A là, ça peut vite me prendre beaucoup de ma visualisation et de ma vue 3D. Et ça cache plein de détails et tout, ça peut très vite devenir très chiant. Donc pour faire beaucoup plus simple, ce qu'on peut faire c'est désactiver le tout, ou alors activer le tout une première fois, d'accord. Je fais A, je désélectionne tout ce que j'ai, je vais effacer ce truc là aussi, et je vais faire Shift A et je vais rajouter un plane encore une fois. Bon, mon plane est sélectionné, il est en dessous, je vais faire S sur l'axe X, comme ça je vais le réduire un peu, et je vais faire S sur l'axe Y, comme ça, S sur l'axe Y, comme ça je vais le grandir un peu, et je vais faire G sur l'axe X, comme ça je vais le déplacer à côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir donner exactement, je vais me servir de ce plan comme une règle, et donc je vais avoir besoin que, hop, 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 de la longueur de mes edges, et je vais me dire, bon bah ça, je vais réactiver mes widgets, je vais pouvoir le dimensionner comme je veux. Si je veux que il fasse 5 mètres, je vais pouvoir lui donner 5 mètres exactement, et si je fais Shift, je peux encore venir préciser la taille que je donne, enfin l'échelle que je donne à ma dimension, parce que bien sûr Shift ça marche pas que pour déplacer des objets, hein, ça marche pour le redimensionnement et l'agrandissement et tout ça aussi. Donc je vais pouvoir faire Shift en même temps que je fais mes redimensionnements. Et là je sais que j'ai un plan qui fait 5 mètres de haut. Et donc lorsque j'en ai besoin dans ma modélisation, là je peux désactiver mon length. Ici je peux dire que ça je sais déjà que c'est 5 mètres parce que c'est la distance que je vais avoir le plus besoin dans ma modélisation. Et ensuite je peux venir déplacer mon truc, le tourner ici, dire que là j'ai 5 mètres. Et puis je peux venir mesurer comme si j'avais m'étais fait une vraie règle dans l'espace 3D avec ce truc là, et vous pouvez vous en faire une petite panoplie si vous voulez, pas 50 000 non plus, mais une ou deux à côté, et ou alors redimensionner lorsque vous en avez besoin cette règle, et ça peut servir. Ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, même si c'est pas quelque chose que je me sers non plus trop souvent. Déjà de base, toute cette précision je m'en sers pas des masses, mais bon, quand je m'en sers, quand j'en ai besoin, c'est très pratique de savoir l'utiliser, de savoir le faire. Moi je m'étais mis à Blender et à SolidWorks à peu près en même temps. Non, SolidWorks je l'ai appris un peu plus tard, mais genre de quelques mois, de 6 mois ou une demi-année plus tard. Et je venais de Blender, et du coup dans Blender j'avais pas appris ce qu'il y avait dans SolidWorks, enfin, les systèmes de côtes dans SolidWorks. Je peux cliquer sur ce point là, cliquer sur l'autre point là, et je mets une côte et je dis je rentre directement la dimension que je veux, l'écart que je veux entre les deux, et pouf, ça me le fait, il n'y a pas à pinailler. Et puis si je double clique dessus, je peux remettre la dimension que je veux et ça me l'update, tant que ça ne vient pas rentrer en conflit avec une contrainte quelconque ailleurs, ça marche très bien. Et une fois que j'ai découvert ça dans SolidWorks, je suis revenu dans Blender de suite en me disant mais comment je fais ça dans Blender, mais c'est tellement bien, ça simplifie tellement la vie et tout. Et il s'avère que c'est super compliqué parce qu'il faut, il faut faire toutes les manips que je vous ai montrées dans cette vidéo. Alors super compliqué, j'exagère peut-être un peu, mais disons que c'est pas rapide, ça se fait pas en un claquement de doigts, donc du coup faut prendre le temps de faire tout ça. Néanmoins, je suis vite passé à côté parce qu'une fois qu'on apprend à utiliser Blender d'une autre manière et qu'on modélise d'une manière axée à faire des belles images à la fin, sans se soucier trop de la précision dans le détail, eh bien on n'en a pas besoin de toute cette précision là. On en a besoin si on veut utiliser Blender pour, je sais pas moi, faire les plans de sa maison parce qu'on compte faire un réagrandissement et on aimerait voir ce que ça fait en 3D et on veut un minimum de précision. Là on peut utiliser ce genre de technique là. Mais ou alors on fait une impression 3D, on va faire un modèle pour faire de l'impression 3D derrière, et on veut vraiment une précision pour la taille, les machins, ok, là je veux bien. Mais en général, vous n'allez pas aller jusqu'à utiliser tout ça. Néanmoins, c'est cool de savoir, et puis c'est mon rôle en tant que tuteur d'essayer de vous apprendre toutes les petites astuces qui peuvent être intéressantes.
Je suis sûr que ça va en aider plein. Moi, ça m'a aidé à un moment. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Et puis du coup, je vous dis au mois prochain. Salut!